Salut Arthur. Vince. Alors, ça fait plaisir de te voir ici. C'est la première fois qu'on tourne un talk avec un plein soleil en extérieur et un petit peu en nature, et c'est ça qui est cool. Alors, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es un expert dans le champ des domaines des civilisations systémiques. Explique-nous un petit peu, c'est très complexe tout ce bordel-là. Oui, par définition, c'est complexe parce que quelque part, mon sujet d'étude, c'est la complexité. Ah, Voilà. ok. Donc, non, effectivement, j'ai une expertise un peu particulière. Il y a des gens qui sont spécialisés sur le climat, sur la biodiversité, sur les ressources, sur la pollution, sur ceci, sur cela. Et moi, mon expertise, c'est d'arriver à connecter toutes ces expertises et à voir comment les différents silos disciplinaires interagissent les uns avec les autres, s'il y a des causes communes, etc. Donc ça, c'est pour la partie essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde de manière systémique. Et ensuite, derrière, j'ai une autre expertise qui est comment on développe des stratégies de résilience collective. Enfin, globalement, c'est comment on s'organise les uns avec les autres, si possible. Si c'est la merde. Pour affronter les problèmes qui sont issus du constat que je fais en amont. Voilà. Alors, pour affronter les problèmes, pour affronter la merde qui va venir, ou pour affronter les merdes qui pourraient peut-être ne pas venir? Ouais, voilà. Non, alors, bon. Ok, disons que. En gros, c'est la merde, c'est pas la merde. Non, mais tu me parles atténuation et puis adaptation, quoi. Effectivement, on peut atténuer les problèmes et certains peuvent même peut-être disparaître, mais on parle de petits problèmes. Alors, maintenant, il y a des grandes problématiques qui s'imposent à l'humanité. Le changement climatique, c'en est une, mais il y en a d'autres. Et certaines raréfactions de matériaux critiques, la pollution, la chute vertigineuse du vivant un peu partout sur Terre, etc., sont des graves problématiques qui vont nous toucher de toute façon. Voilà. Quand on dit vivant, c'est animal, végétal, Ouais, biodiversité, tout ça. Oui, c'est ça. Voilà. Un peu tout, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre du recul par rapport à la notion même de solution. Il y a des choses que l'on peut faire disparaître, il y a des choses que l'on peut résoudre, mais les grands problèmes aujourd'hui auxquels l'humanité doit faire face, on ne pourra pas les résoudre, dans le sens où on va faire disparaître le problème quelque part, tu vois. Il va falloir s'y adapter, effectivement. Alors on va essayer de les aborder un petit peu tous ces problèmes. Le média, c'est limite. Et la première question que j'ai envie de poser, qui est un petit peu une habitude, est-ce qu'on a dépassé la limite? Alors, on a dépassé pas mal de limites. En fait, il n'y en a pas une. C'était très pluridimensionnel, cette histoire. Mais on en a dépassé un certain nombre. Alors après, c'est même pas moi qui le dis. Tu as une étude qui est très célèbre, qui a été faite en 2009, je crois, par le Stockholm Resilience Center, qui s'appelle les limites planétaires. Planetary Boundaries en anglais. Et en fait, ce sont des experts des sciences du système Terre qui se sont dit, bon, alors c'est quoi les conditions pour que la zone, certains appellent ça la zone critique, la zone dans laquelle on vit, quand je dis on, c'est nous les humains, mais c'est aussi le reste de la vie sur Terre. Donc dans cette zone-là, quelques kilomètres peut-être à la surface de la Terre, avec une partie de l'atmosphère, mais également les océans, les machins. Dans cette zone-là, quelles sont les conditions de stabilité durable, si tu veux, de cet environnement? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des choses où il faudrait faire gaffe, des endroits où il y aurait peut-être des seuils à ne pas dépasser? Seuils en termes de rapidité de certaines destructions, de flux, d'énergie ou de matière, etc. Donc ils ont défini, ils ont conclu qu'il y avait 9 limites à ne pas dépasser. Et ce qui se trouve, c'est qu'aujourd'hui, sur les 9, on en a déjà dépassé 5, minimum. C'est-à-dire qu'on sait qu'on en a dépassé 5, il y en a encore 2 qui ne sont pas quantifiés. C'est-à-dire on ne sait pas si on les a dépassés ou pas, c'est juste qu'on n'a pas encore réussi à quantifier le truc. Voilà, donc les 5 dimensions qu'on a dépassées, c'est d'abord sur le changement climatique, où là, clairement, en termes de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on est au-delà d'un seuil, et donc on est au-delà, on est dans une zone d'instabilité du système climatique planétaire. Donc ça, c'est une chose qu'on connaît. Maintenant, tu as également sur la biodiversité, la chute des espèces, l'érosion des espèces, où là, il y a un dévissage qui est très très rapide, comparativement même aux extinctions précédentes qui ont marqué l'histoire de la Terre. Tu as une autre dimension qui est le changement d'affectation des sols. Dans le changement d'affectation des sols, effectivement, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire l'usage que l'on fait pour le sol, soit on l'artificialise, des fois par l'urbanisation, des fois par d'autres activités. Coupe du béton, construire des bâtiments, des routes, tout ça. Voilà. Mais c'est aussi toutes les activités industrielles, notamment minières, et c'est aussi l'agriculture, et puis la déforestation des fois. Donc tout ça, on a dépassé des limites, ce qui fait que les sols et les écosystèmes qui y sont liés sont dans un état de dégradation avancé. Les experts des sols nous disent que 75% des sols au niveau planétaire sont dégradés, et 33% sont très dégradés. Voilà, donc on a une autre dimension qui a
qui a été dépassé, c'est les cycles biogéochimiques. Et là, en l'occurrence, ce sont les cycles du vivant. Les cycles biogéochimiques, c'est quoi? C'est le cycle du carbone, le cycle de l'oxygène, le cycle de ceci, de cela. Ils ont fait un zoom plus spécifique sur 2 cycles qui sont le cycle du phosphore et le cycle de l'azote. Et là, effectivement, c'est totalement dégradé. Et la 5e et dernière limite qu'on a déjà dépassée, et donc ça, c'est la dernière mise à jour de l'étude, qui date de pas plus tard que janvier. En janvier, ils nous ont dit, maintenant, on sait quantifier une 5e limite, celle sur les pollutions. Ils appellent ça les entités nouvelles, c'est-à-dire c'est ce que l'homme met de nouveau, qui ne devrait peut-être pas y être, dans la nature. C'est ce qu'il a Toutes les pris, formes de qu'il a solutions. transformé. Toutes les formes de pollution, En quelque sorte, ok. Donc, quand on parle de pollution, on parle de bouteilles en plastique. par exemple. Oui, mais ça peut être chimique, ça peut être des particules Ouais, dans l'air. une ça industrie peut être, qui balance qui balance ses produits chimiques Par dans exemple. la flotte et Voilà. qui éclate toute la biodiversité, tout ça. Et donc cette dimension-là, c'est depuis janvier qu'on sait que la limite a été dépassée. Attention, ça ne veut pas dire que la limite a été dépassée en janvier. Ça veut dire qu'en Oui. janvier, on a une publication qui nous dit que la limite, on le sait maintenant puisqu'on l'a quantifiée, a été dépassée. Mais il y a des années de ça. Et elle est dans le Voilà. rouge à mort en plus. Hein. Vraiment C'est bien, pas comme bien dans le rouge. si c'était étape par étape, tout d'un coup ils ont réussi Non. à quantifier et c'est. Non. La courbe de la pollution sur Terre, ça fait voilà. Bon, et puis si tu veux, il y a d'autres limites. Voilà, il y en a une, on est très très proche également. On l'a pas encore officiellement franchie, c'est l'acidification des océans, mais on y vient. Il y a l'usage d'eau douce, etc. Voilà, donc c'est pas moi qui parle là, je te fais simplement une espèce de recension personnelle de cette étude qui est magistrale. Et ouais, il y a des limites et on en a dépassé un certain nombre déjà. Et après, il y a aussi, on pourrait dire aussi des limites humaines. Hein. Il y a aussi des limites à ce que les hommes peuvent encaisser, à ce que les hommes peuvent supporter et à la stabilité des sociétés elles-mêmes, des fois en conséquence de ce dont je viens de parler préalablement, c'est-à-dire d'un dépassement de nature écologique. Voilà. Alors c'est génial parce que tu nous dresses le tableau et un petit peu en même temps le tableau de ce média limite. Ouais. Alors toi, tu es amené à aller discuter avec des personnes, avec des gens et tu amènes un regard beaucoup plus profond sur la problématique. Alors on va pas se le cacher, c'était une discussion qu'on a eue toi et moi hors caméra dans la voiture où je suis venu te chercher à la gare, qui était très intéressante. On parle de symptômes. Là, le changement climatique est un symptôme de quelque chose qui est complètement déconné en amont. Maintenant, quelles sont les solutions à ça? Alors, je sais que c'est très vulgarisé et très raccourci. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner ton feeling, ton ressenti par rapport à tout ce truc-là? Il y a deux dimensions dans la réponse. Il y a déjà une réponse, la partie théorique de la réponse. Il faut comprendre théoriquement. Et ensuite, éventuellement, on voit comment cette théorie peut s'appliquer par des choses plus concrètes au réel, aux sociétés humaines, etc. Déjà, il faut comprendre une chose. Donc, je suis obligé tu me tends la perche, je suis obligé de réexpliquer un petit peu. Bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, je te parle d'un certain nombre de limites et je te parle de gens qui ont fait cette étude, les limites planétaires, qui sont des scientifiques. Ah, tiens, super. Ils ne sont pas tous partis, les papillons. Il y en a encore un ou deux. Ça, c'était un des deux. Voilà. On vient de voir, voilà. Oui, d'ailleurs, étude de 2017, étude allemande qui conclut que plus de 75% de la biomasse d'insectes volants en Europe du Nord a disparu entre 1989 et 2016. En si peu de temps. Voilà, plus des 3/4, dont les papillons. Mais je referme cette parenthèse. Nous avons effectivement aujourd'hui des gens qui ont fait cette étude qui sont des experts du système Terre. Et le système Terre, c'est à la fois les différents éléments dont je viens de parler là. Ça va, moi j'utilise un modèle, si tu veux, qui découpe le monde en sphères. Et on a des problèmes au niveau de la lithosphère, c'est-à-dire la couche externe du manteau, dont on va prendre un certain nombre de ressources, que ce soit les minerais, que ce soit les combustibles fossiles ou autres. Et là, on atteint déjà un certain nombre de limites. C'est des limites géologiques, ou alors, des fois, c'est des limites dans notre capacité, pas forcément c'est pas une question de stock, c'est plus une question de flux. C'est notre capacité à extraire, transformer et fournir ensuite aux sociétés ce dont elles ont besoin pour fonctionner, éventuellement ce dont on a besoin pour faire cette grande transition énergétique dont on nous parle, et qui en aura où, à quel prix, etc. Voilà. C'est des questions qui sont à la fois donc géologiques, mais aussi techniques, et puis au niveau des marchés, le prix des ressources, et évidemment des questions stratégiques et géostratégiques. Donc on a des problèmes au niveau de la lithosphère. Ensuite, il y a l'hydrosphère et sa sous-partie, la cryosphère. L'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, mer, lac, cours d'eau, nappe phréatique. Et la cryosphère, c'est l'ensemble des glaces. Bon, les glaces fondent, et puis pour le reste, on a des pollutions, une acidification, on a des assèchements, des phénomènes d'assèchement, des phénomènes de salinisation, des phénomènes à tous les niveaux, si tu veux. L'hydrosphère et la cryosphère sont en très mauvais état, et ça fond, les glaces fondent beaucoup plus vite que ce qu'on pensait il y a encore quelques années, parce que nos modèles sont très bons, mais ils ne sont pas encore suffisamment
suffisant pour bien tout comprendre. Ensuite, on a l'atmosphère. Bon, l'atmosphère, que ce soit la pollution, qui est la première, enfin pas la première, mais une des premières causes de mort selon l'OMS, bien devant le sida ou le paludisme. C'est 9 à 10 millions de morts par an de la pollution atmosphérique, plus les dérèglements climatiques et le changement des cycles, carbone, oxygène, etc. Ensuite, on a la biosphère, l'ensemble du vivant terrestre. Alors là, c'est un effondrement. Si tu veux, il y a la plus grosse étude qui a porté sur 21 000 à peu près populations de vertébrés au niveau mondial sur les 5 continents, conclut qu'on voit un déclin des populations absolument partout. Et même si c'est disparate, la vitesse à laquelle ça va n'est pas la même partout, malgré tout, la moyenne des taux de déclin, c'est 68% en 46 ans. Ce sont des populations de vertébrés qui ont été suivies depuis 1970. Entre 70 et 2016, moyenne des taux de déclin, 68%. C'est inédit en si peu de temps, en fait. Oui. Même, je te dis, même les grandes extinctions du passé n'allaient pas aussi vite. Mais c'est assez dingue, je me permets de rebondir, après tu reprends où tu en es, c'est qu'on a souvent tendance à imaginer une extinction comme « Ah tiens », et c'est souvent comme ça qu'on nous le revend dans la presse et dans les médias, « Telle race a disparu ». C'est officiel, il n'y en a plus, point, etc. Alors qu'en fait, une extinction, une espèce, c'est plus une diminution de son nombre de représentants. Alors, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, quand on n'a plus vu de spécimens de telle espèce depuis X années, malgré les observations ou les tentatives, on en conclut que l'espèce a disparu. Des fois, on a une bonne surprise. Des fois, il y a un spécimen d'une espèce qui reparaît des décennies plus tard. On se dit, il y en avait encore, en fait, quelque part. Voilà. Ouf, mais c'est très rare. Ouais. Non, la plupart du temps, il y a deux choses. Il y a effectivement l'indicateur nombre d'espèces, qui est important, et c'est là-dessus que l'on se base pour déterminer si oui ou non il y a une extinction. On ne peut pas dire qu'on est dans qu'on est déjà à la 6e grande extinction du vivant, sachant qu'il y en a eu 5 dans l'histoire de la Terre. Les dinosaures, les derniers. Oui, voilà, il y a 65 et des poussières, 1 million d'années. Donc, c'est pas juste que il y a. En fait, officiellement, il y a extinction si plus de 75% des espèces ont disparu. Bon, on y est presque là. Donc non, on n'y est pas presque. Il y a encore de la marge. Ouais. Je veux dire, on y va clairement. Voilà, la vitesse. Donc, il y a les espèces, c'est une façon de voir les choses, c'est compter les espèces. Mais il y a effectivement compter les populations et compter le nombre d'individus et la vitalité des populations. Si tu veux, tu as des populations d'ours blancs à certains endroits. On parle beaucoup des ours blancs qui disparaissent. En fait, il y en a certains endroits, il y en a un peu plus, certains endroits, il y en a un peu moins. Mais surtout, là, en l'occurrence, c'est même pas ni l'espèce, parce qu'elle est encore là, ni même le nombre qui compte, c'est l'état. Donc, tu vois, tu as l'indicateur nombre d'espèces, tu as l'indicateur population et tu as l'indicateur état. Là, en l'occurrence, le poids moyen perdu par les ours blancs depuis quelques années, ils sont faméliques, certains, c'est terrible. Donc, en fait, leur habitat est en train de s'effondrer, les ours s'adaptent comme ils peuvent, mais en fait, ils sont en très mauvais état. Voilà. Donc, il y a tout ça, il y a toutes ces gradations, ces petites subtilités pour évaluer effectivement l'état de la biodiversité. Dernière chose, donc je continue, effectivement, la dernière dimension du système Terre, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et les sols sont en très mauvais état, 75% des sols sont dégradés, je disais, et 33% très dégradés. Bon, voilà. Donc ça, si tu veux, toutes ces dimensions-là, ça déconne un peu dans tous les domaines. On est en train de franchir des limites un peu partout. Et il faut bien comprendre que c'est le résultat du fait que notre civilisation, les activités humaines, on va dire, pour être un peu plus flou peut-être, mais les activités humaines consistent essentiellement à prélever des ressources en amont, les transformer avec de l'énergie et générer derrière des déchets et des pollutions. Et c'est essentiellement linéaire. On ne peut pas circulariser une civilisation. On peut reboucler certains... C'est ce que veut faire le Green Deal, une économie circulaire où tout est circulaire. Ouais. Greenwashing. Voilà. Greenwashing, sans doute sans en avoir le sentiment. C'est le plan Pacte européen, je précise, qui demande d'arrêter, limiter l'extractivisme et de, du coup, recycler 100% du téléphone et l'utiliser ailleurs. Limiter l'extractivisme, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente idée, pardon. Une excellente idée. Et dans l'économie circulaire, il y a beaucoup de dimensions, il y a plein de choses très intéressantes à y prendre. Mais imaginez qu'on va véritablement pouvoir circulariser une société ou une civilisation entière, non, c'est se leurrer. En essayant de fonctionner de la même façon qu'aujourd'hui. Oui, non, de surcroît, voilà. C'est absurde. Donc on peut recycler et reboucler une toute petite partie des flux. Et d'ailleurs, il y a très très peu de véritable recyclage. Recyclage qui, dans l'idéal, serait tu prends un truc et tu le remets dedans ensuite derrière pour qu'il fasse la même chose. La loi de Lavoisier réelle et véritable, en quelque sorte. Bien sûr. De manière générale, il y a quand même des lois de la physique qui s'appliquent un peu partout et qui sont, qu'on en veuille ou pas, plus importantes que la volonté humaine. Voilà. Et donc, on a beau vouloir tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut et faire tout ce qu'on peut. Donc, il y a des lois qui s'appliquent et des limites qui s'appliquent.
Et des contraintes. Et nous avons donc aujourd'hui, si tu veux, essentiellement, dans ce qu'on appelle recyclage, c'est essentiellement du décyclage. Hein, c'est le downcycling en anglais. C'est-à-dire, OK, on réinjecte le truc dans le système, mais pour faire quelque chose de dégradé, quelque chose de moins bien. Voilà, donc tu refais pas... Typiquement, le verre. On a le verre, une fois que tu as commencé à recycler le verre, on peut dire, ah, c'est recyclable à l'infini. Oui, mais pas pour faire la même chose. Un verre extrêmement transparent, de haute qualité. Alors, les gens ne voient pas, là, mais il y a... Bon, ben si, ben, les gens, sans le voient quand même, puisque le verre qui est sur l'objectif des caméras qui nous filment. Voilà, c'est un verre très pur, etc. Bon, mais si un jour ce verre est recyclé, je pense qu'il le sera un jour, j'espère, mais il va être mélangé avec du verre de moins bonne qualité. Et donc, il ne sera plus utilisable pour ça. En fait, le processus pour pouvoir tout recycler à la perfection demandera un coût énergétique colossal. Alors, de surcroît. Donc, mais déjà, ça n'existe pas, voilà, faut pas se leurrer, ça n'existe pas. Hein, sauf pour quelques trucs bien spécifiques, et pas des alliages. Et pas en grande quantité, on est d'accord. Non, ça peut être en grande quantité, mais sur des choses très simples. Par exemple, le cuivre. Là, s'il n'est pas mélangé avec d'autres métaux ou d'autres métaux comme ça qui sont uniques, l'aluminium ou le fer, voilà. Mais c'est tout. Hein. Aujourd'hui, on est dans une société qui complexifie les choses, qui sophistique les choses. On met beaucoup d'électronique partout. L'électronique, c'est quoi? C'est des micro-composants avec des alliages très spécifiques, avec des terres rares des fois, avec des choses qui sont présentes là dans des micro-composants sous forme de microgrammes. Et là, ça n'est absolument pas rentable d'aller récupérer ce microgramme de matière. Ça, autant le jeter. Énergétiquement, et puis même le temps que ça coûte, voilà, donc c'est pas rentable. Donc plus on miniaturise, plus on électronise le monde, plus on le sophistique, plus on s'éloigne de l'idée d'une circularité. Donc imaginez, tenir le discours qu'on va aller vers la circularisation et en même temps être des tenants d'un déploiement technologique toujours plus grand, c'est antinomique en réalité. Voilà. Bon, enfin bref, les gens ne comprennent pas ça. Je termine tout de même, et je reviens, et je termine sur mon déroulé que je disais avant. Donc nous avons, je te dis, un certain nombre de dimensions du monde naturel qui déconnent, et parce qu'on prélève, on transforme et on jette. Et il se trouve qu'au niveau mondial, aujourd'hui, on est arrivé à dépasser les limites un peu partout. C'est-à-dire qu'on prélève plus que ce que la Terre peut renouveler, pour ce qui est renouvelable, évidemment, et on prélève à une vitesse supérieure au taux de renouvellement. Ensuite, on détruit au passage des écosystèmes, des milieux naturels, on les détruit plus vite que leur capacité d'autoréparation, parce qu'elle existe, mais elle est limitée aussi. Et puis derrière, on génère des déchets et des pollutions plus vite que l'environnement ne peut les absorber, pour ce qui est absorbable. Parce qu'il y a un certain nombre de trucs, ça ne se dilue pas, ça ne rentre pas dans un cycle, ça s'accumule. Ce qu'on appelle la bioaccumulation de certaines toxicités. Bon, bref. Et donc, les déchets et les pollutions dont je parle, ils sont solides, ils sont liquides ou ils sont gazeux. Parmi les gaz, il y a une catégorie de gaz qui s'appelle les gaz à effet de serre, qui crée un changement climatique. Le dérèglement climatique, le changement climatique, est une des multiples conséquences de ce problème-là. Du fait qu'on prélève trop, on transforme trop, on détruit trop et on rejette trop. Voilà, c'est ça. Et si on ne s'attaque que au changement climatique comme un problème en tant que tel, on ne le résoudra pas. Je le dis tout de suite, on ne le résoudra pas. On va pouvoir, par certaines stratégies, soulager un peu le symptôme, mais on ne s'attaquera jamais à la cause primaire. La cause primaire, c'est ce flux. Il faut descendre les flux d'énergie et de matière, et il faut limiter la vitesse à laquelle on dégrade et on détruit l'environnement. Laisse-moi dire un dernier truc là-dessus, parce que les gens, à ce stade, peut-être ne comprennent pas encore tout à fait où je veux en venir. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair sur cette différence fondamentale, fondamentale entre les mots, MAUX, un mal des mots, et entre les mots et les symptômes. Et donc je prends souvent une métaphore. C'est pas une métaphore qui fait très plaisir, c'est une métaphore qui est assez sombre. Je suis accroché, mais voilà. Je prends une métaphore, mais elle est bonne. Si quelqu'un m'en trouve une encore meilleure et qui soit moins déprimante, je suis preneur, mais pour l'instant c'est la seule que j'ai trouvée qui soit vraiment précise. La métaphore est la suivante. Imaginez que tu aies des problèmes de crâne, des maux de tête récurrents, imagine que tu aies des problèmes de peau, imagine que tu aies des problèmes de transit. Bon. Mais si tu prends ces différentes choses comme des problèmes et que tu cherches des solutions à chaque chose spécifiquement, il y en a. Solution aux maux de crâne, du paracétamol. Solution à tes problèmes de peau, une crème, pommade. Et puis solution à tes problèmes de ventre, il y en a plein, par exemple une tisane. Voilà. Bon, très bien. Alors imagine, si tu fais ça tous les jours, tu mets ta pommade, tu prends ton paracétamol, tu peux vivre normalement. Ce sont des petits aménagements qui t'aident à vivre mieux, tu soulages les symptômes. Bon, c'est bien, c'est chouette. Maintenant, une fois de plus, imaginons que ce ne soit pas des problèmes séparés, mais bien une même symptomatologie, un ensemble de symptômes qui vient du fait que tu as un cancer généralisé. J'avais dit que c'était pas drôle.
Imaginons. Alors, paracétamol, plus pommade, plus tisane. Ça soulage jusqu'à la mort. Exactement, voilà. Tu vivras mieux, mais tu mourras quand même du cancer parce que le cancer est toujours là. Et c'est bien ça Et qu'il ça faut va créer d'autres comprendre. symptômes à un moment donné, au fur et à mesure qu'on C'est se ça. rapproche de la Exactement. finalité. Le truc c'est qu'il faut bien comprendre que si tu traites séparément les différents symptômes, même si tu les traites tous et même si tu les traites bien, hein, la somme de tout ça ne fait pas la réponse au cancer. En fait, quand tu as pris conscience qu'il y a un cancer, c'est là seulement, il faut avoir pris conscience de ça pour pouvoir ensuite se projeter dans la solution, la réponse, la stratégie, La stratégie pour essayer adaptée. Et là, c'est extrême. Ça va par exemple être une chimiothérapie. Et une chimiothérapie, c'est pas comme les facile. autres trucs, c'est pas un aménagement de ta vie quotidienne. Non, c'est pas facile. C'est ta vie entière qui devient la chimio, quoi. Et si tu souffres, et tu arrêtes d'aller bosser, alors que jusque-là, tu pouvais pas aller arrêter de bosser, c'était pas possible. Ah bah là, t'es obligé. Donc t'arrêtes, et ta vie se réorganise autour de ça, et c'est très 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 difficile, et tu souffres, etc. Mais tu le fais quand même parce que tu as compris que ta survie était en danger. Parce qu'il y a un espoir, surtout. Alors parce qu'il y a un espoir, parce que tu as une idée de traitement, mais c'est un traitement de choc. Oui. Voilà. Mais tu le fais parce que tu as compris. Bon, ben, aujourd'hui, au niveau mondial, nous devrions avoir, si on était logique, si tu veux, en tant qu'espèce humaine, nous devrions avoir lancé une sorte de traitement de choc pour arriver à survivre. Parce que ce qui est en train de se jouer là maintenant aujourd'hui, c'est rien de moins que l'habitabilité de la planète Terre, pour nous et pour tout un tas d'espèces développées, un tas d'espèces complexes. Voilà, c'est l'habitabilité de la Terre. Et c'est bien supérieur à simplement un problème de climat. Et donc le climat, qui est un des multiples symptômes, il faut le traiter. Donc les gens qui proposent des stratégies pour, par exemple, décarboner les sociétés, évidemment qu'il faut essayer de le faire. C'est mal parti, hein. Mais il faut tout faire pour. Évidemment. Et puis les gens qui luttent pour sauver la biodiversité, que ce soit les forêts, les océans, les mangroves, les tourbières, la barrière de corail et je ne sais pas quoi, c'est évidemment très important. Et puis les gens qui luttent qui travaillent par exemple sur des problèmes d'accès à des ressources, accès à l'eau, etc., c'est très important. Tout ça est vital. Mais si on ne fait que ces différentes choses-là, on va soulager. Voilà, on va soulager certains symptômes. Et j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire une fois de plus. Hein. Soulager le symptôme dérèglement climatique est absolument vital. Et pour autant, tout ça est dérisoire. Parce que si on s'attaque pas au système qui crée ça, si on diminue pas les flux d'énergie et de matière, et si on ne diminue pas la destruction, si on rentre pas dans une logique de régénération des écosystèmes, etc., j'ai envie de dire c'est foutu. Voilà. Donc j'aime pas les gens qui disent c'est foutu de manière générale, parce que rien n'est jamais foutu. Mais tu as dit si, tu as mis une condition. Mais j'ai dit si, voilà. Si on ne fait pas ça, alors effectivement, là, ça va être une catastrophe, mais épique, et probablement une extinction qui va concerner beaucoup d'espèces, et je pense qu'on fera partie du lot. J'ai pas dit l'an prochain, hein. Dans les prochaines décennies, et peut-être plutôt siècles. Et peut-être qu'il restera quelques humains, peut-être. On verra, c'est pas évident. Je me permets de revulgariser, alors que tu expliques déjà très très bien les choses, histoire de... Tu sais, je fais un peu mon devoir, hein, et tu me dis si j'ai bien compris. Nous avons des activités, nous avons fait en sorte de transformer notre environnement, de prendre à la terre, de faire des smartphones, des PlayStation, des voitures, tout ce que tu veux. On le fait rapidement, trop rapidement, ça nique absolument tout le reste. Mais on se concentre sur ah tiens, il y a de l'eau polluée dans ce lac. Ah tiens, on se concentre sur le changement climatique, c'est ennuyant, il va y avoir trop d'inondations à tels endroits, etc. Et c'est important qu'on se concentre dessus. Mais au final, on se concentre trop sur ces symptômes plutôt que ce qui a créé le problème. Et donc là, on y est. Quelle est la solution pour nettoyer ce problème? Est-ce que ce problème n'est pas inhérent à nous, êtres humains? Est-ce qu'il est possible de changer de paradigme? Est-ce que déjà les sociétés humaines ont réussi à vivre en harmonie parfaite avec leur environnement sans le transformer de manière fondamentale qui fait qu'à un moment donné, les gens doivent se déplacer. Est-ce qu'on a des leçons du passé, tu vois, à apporter mais justement, malheureusement, il n'y a pas tant de ça, de leçons du passé qui nous montrent qu'une société sait volontairement se limiter. S'auto-limiter. Il n'y a pas tant d'exemples que ça. Il y en a, hein, mais c'est pas, ça n'est pas un retour en arrière. C'est-à-dire, c'est pas une société qui se serait trop développée et qui ont dit oh là les gars ça va pas, donc du coup on va calmer le jeu. C'est pas ça. Hein. C'est des sociétés qui ne se sont pas développées, qui ont freiné leur développement. Donc il n'y a pas eu besoin de revenir en arrière. C'est juste qu'elles n'ont pas dépassé un certain seuil. Et il y a des peuples premiers qui vivent plus ou moins en équilibre avec leur environnement qu'ils ont transformé, hein, mais qu'ils ont transformé de manière à ce qu'il soit quand même vivant. Ils ne l'ont pas artificialisé. Donc il y a des peuples premiers. Il y a par exemple un cas qui est assez connu chez les anthropologues qui sont les aborigènes d'Australie, qui pendant des dizaines de milliers d'années
ont vécu de manière assez stable avec leur environnement. Mais ce sont des sociétés qui ne sont pas du tout comme la nôtre. Et je ne dis pas d'ailleurs que je prône pas ça. C'est des sociétés où il y avait un nombre de rôles extrêmement limité. Et donc tu naissais, et toi dans la vie, tu allais être ça, et puis c'est tout, et puis rien d'autre. Et puis t'avais pas il n'y avait pas chacun à son rêve de développement et de déploiement personnel et d'accomplissement personnel et de faire plus, mieux, d'avoir plus de machin, l'ascension, le confort et tout à nuit. Ça n'existait pas tout ça. Et ça ne veut pas dire que les gens vivaient forcément mal, parce qu'à l'époque, ils n'avaient simplement pas les désirs qu'on a aujourd'hui aussi. Donc voilà. Mais bon, c'était très restrictif. Et ça a permis de vivre en équilibre avec leur environnement pendant des dizaines de milliers d'années. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est beaucoup. Ouais, voilà. Maintenant, concrètement, effectivement, aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Il faudrait revenir en arrière et je ne suis pas sûr que ce soit même possible. Donc, moi, je vais te dire, tu me dis, c'est quoi la solution? Alors déjà, j'aime pas ce mot-là. Hein. C'est quoi la réponse ou la stratégie qu'il faut mettre en place? Alors, je vais te dire ce qu'il faudrait faire. Et tu vas peut-être comprendre, ou les gens vont peut-être comprendre, une partie de mon travail. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut faire ci, alors non, plutôt il faut faire ça. De toute manière, la solution est plurielle et elle est systémique. D'accord ? Il n'y a pas une solution. Il y en a il y a des mesures qu'on peut prendre qui sont plus importantes que d'autres, mais il n'y a pas une solution. Donc ce que je vais te dire, c'est ce qu'il faudrait faire, mais aussi ce qu'il faut faire en prévision où peut-être on n'y arriverait pas. Et c'est bien les deux choses qui sont importantes. Et ça, moi, je l'entends nulle part et je suis assez surpris, parce que pourtant, c'est assez basique. C'est assez basique de se dire que quelqu'un qui est dans une situation dangereuse, délicate ou je ne sais quoi, il a un plan et il a un plan B. Au cas où. Comme nous, dans notre carrière, on a un plan A, un plan B, un plan C. Voilà, voire un plan C, etc. Et non, nous, non. Non, l'humanité a décidé, elle prend ces choses très à la légère, voilà, alors qu'on parle bien de l'habitabilité de la planète Terre. Hein. C'est ça qui est en jeu, quoi. Hein. Et non, on gère ça avec un peu de dilettantisme, on voit ça de très loin, beaucoup de gens s'y intéressent pas, vraiment, alors que quand même, ils devraient commencer à comprendre que c'est grave, même s'ils savent pas tout ce que j'ai dit avant, d'accord ? Non, on gère ça un peu comme ça, voilà. Donc c'est un sujet parmi d'autres. Donc il y a un vrai problème, et c'est la raison pour laquelle je doute que l'on puisse apporter au système existant tous les changements qu'il faudrait, aussi profonds qu'ils devraient l'être, suffisamment rapidement, parce que les choses s'accélèrent là en ce moment. On n'a pas 50 ans devant nous pour réagir. C'est du court terme, là, on est d'accord. Mais maintenant, ça devient du très court terme. Parce qu'on a souvent tendance, excuse-moi de t'interrompre, mais on a souvent tendance à croire que c'est pour les générations suivantes. Oui. C'est notre génération. C'est les générations futures, des gens qui en parlaient dans les années 70 et 80 et 90. Quoi. C'est nous. Enfin, c'est nous. Voilà. Moi, je suis déjà un peu vieux, mais voilà, c'est aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça. C'est pas pour nos arrière-petits-enfants. Non. C'est pour nous, là. On est sur une voie où nous allons avoir, et alors là, c'est dommage parce que je ne peux pas développer ça, sinon il faut que je reparte pour 10 minutes. Donc je vais renvoyer les gens vers une autre vidéo de moi. Éventuellement, je ne sais pas si tu peux mettre un lien en dessous. Bien sûr, si, on peut le mettre au-dessus, on me remet le lien vers une vidéo, tu peux préciser laquelle. Où je développe plus, j'explique plus, parce que là je vais balancer un truc comme ça, les gens vont dire d'où il nous sort ça. C'est disponible juste au-dessus. Donc nous allons avoir, dans les prochaines années, c'est déjà commencé en réalité, mais on ne le sent pas encore dans des pays riches comme les nôtres, je dis les nôtres, hein, la Belgique, la France, mais nous allons avoir moins d'énergie disponible et moins de matières premières. En moyenne mondiale. Donc il y a des gens qui vont encore, peut-être qu'on en fera partie au début, qui vont pouvoir s'accaparer plus que leur juste part pendant que d'autres ont vraiment parce qu'il leur faut. Mais malgré tout, ça va s'accélérer parce qu'il y a des exponentielles des accélérations qui sont en train de se mettre en place dans l'atteinte des limites et dans le dépassement des limites. Donc nous allons exponentielle. Ouais, voilà. Nous allons avoir véritablement moins d'énergie et moins de matières premières disponibles dans les prochaines années et décennies. Et tout cela pour résoudre de plus en plus de problèmes. Parce que ça se fait sur fond de changement de régime climatique qui va changer énormément de choses. Parce que, et on commence à en voir les prémices, seulement les prémices, nous allons avoir des raréfactions et des pénuries de choses extrêmement importantes. Aujourd'hui, on dépend de l'autre bout du monde pour des choses qui sont vitales pour nous. On l'a vu pendant la crise sanitaire pour des produits que ce soit des masques ou des respirateurs, mais aussi pour des substances où les principes actifs sont fabriqués à l'autre bout du monde 9 fois sur 10, mais également pour de la bouffe. Donc aujourd'hui, puisque on est dans une société économiciste, hein, c'est-à-dire qui place l'économie tout en haut de tout, et l'économie c'est avant tout le profit à court terme et pas grand-chose d'autre en réalité, et puis vaguement on s'occupe après un petit peu de social, hein, mais globalement, on a un monde où tout n'est que compétition. Et on a mis aujourd'hui même les territoires en compétition les uns avec les autres, au sein d'un pays et même au sein du monde entier, merci de la mondialisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque territoire, pour s'en sortir et pour être compétitif, c'est ultra spécialisé dans quelques productions.
Et donc, quasiment l'intégralité de ce qui est produit est exporté, et quasiment l'intégralité de ce qui est consommé sur place est importé. Là, il y a une étude parue en 2017 du cabinet Utopie qui étudie les 100 plus grandes aires urbaines françaises et qui dit, voilà, c'est quoi l'autonomie alimentaire de ces aires urbaines? Eh bien, sur ce que consomment en termes de nourriture, sur ce que consomment les habitants des aires urbaines françaises, il n'y en a que 2,1% en moyenne qui est produit localement. Voilà. Wow. Voilà, 2,1. La ville française qui a le plus d'autonomie, c'est-à-dire qui produit elle-même le plus de ce qu'elle bouffe, c'est la ville d'Avignon qui en produit 8%. 8. 8%. Voilà. C'est le max en France. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où les flux ont une rupture due à une guerre, due à une raréfaction de quelque chose, ça fout le bordel partout. Par exemple, parce que le souci est bien là. Un, on ne sait pas produire, on ne sait plus produire, sauf à très petite échelle, sans pétrole. Et je vais même te dire, je ne sais plus produire sans pétrole. Un pétrole qui soit ni trop cher, ni trop bon marché. Si c'est trop cher, ça ne marche pas. Si c'est trop bon marché, c'est l'industrie qui commence à ne plus être rentable. On ne sait pas produire sans pétrole, on ne sait pas produire sans semences. Les gens ne produisent pas eux-mêmes, ils achètent à des semenciers. On ne sait pas produire sans produits phytosanitaires et sans engrais, qui demandent beaucoup de pétrole et de gaz pour être produits et qu'on ne produit pas nous-mêmes. On ne sait pas produire sans aide de la PAC, parce que sinon c'est pas rentable. On ne sait pas produire sans une main-d'œuvre étrangère, spécialisée, saisonnière, à bas coût, qui vient chez nous chaque année pour produire, parce que c'est pas les Français ou les Belges. Les Belges, je connais moins, mais ça m'étonnerait que ce soit les Français ou les Belges qui puissent du jour au lendemain s'improviser comme ça, paysans ou agriculteurs, et on ne sait pas produire sans des machines qui utilisent du pétrole, mais pas que. C'est des machines qu'on ne sait même plus réparer, on n'est même plus autonome sur nos machines. Il y a encore 30 ou 40 ans, tous les paysans savaient réparer leur tracteur, ou alors c'est le voisin qui savait le faire. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a de l'électronique et de l'informatique partout, on n'a même pas accès au code informatique. Voilà. Donc, on est ultra dépendant et ultra vulnérable sur toute la chaîne pour l'essentiel, même la bouffe, quoi. Voilà. Et donc, ce système dont je te parle, c'est tranquille, la bouffe vient à nous. On n'a pas à faire grand-chose. Enfin, si, il faut juste aller au supermarché. C'est ça. Voilà. Et le truc, c'est que ce système n'est possible que tant qu'il y a beaucoup de pétrole et qu'il est très bon marché. Donc, faire venir un truc de l'autre bout du monde, c'est pas un problème. Mais ça, c'est fini, ça. C'est bientôt fini, ça. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne, d'ailleurs, mais il y a des risques à court terme de pénurie de diesel. Et on va bien rigoler, parce que la plupart des machines agricoles fonctionnent au diesel. Donc je ne dis pas, je ne veux pas faire peur à tout le monde. Je dis juste, regardez les news et vous verrez que c'est annoncé. Et le problème, c'est qu'on ne va pas du tout vers la prise de conscience de ces problématiques-là. Quand tu vois, d'un point de vue politique, le discours des grands chefs d'entreprise, on est complètement à l'opposé, en fait. On est à l'opposé parce que tout ça s'inscrit, alors il y a plein de raisons, mais une des raisons majeures, c'est que tout ça s'inscrit dans un système, un paradigme de pensée et un paradigme économique qui veut à tout prix protéger l'optimisme dans l'avenir. Voilà. Il faut être optimiste dans l'avenir, mais ça se traduit comment dans ce système-là, cet optimisme? Il ne faut pas être candide dans l'avenir non plus. Parce que... c'est sûr. C'est-à-dire que l'optimisme, moi je veux bien, mais encore faut-il effectivement qu'il soit lucide. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc c'est juste imaginer que demain sera toujours plus et plus grand et plus gros. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne depuis la révolution industrielle. Demain a toujours été meilleur qu'hier. C'est essentiellement, à part quelques zones sombres de l'histoire, c'est essentiellement comme ça, oui, en tendance lourde. C'est une tendance haussière, on va dire, ça grossit. Voilà. Et c'est clé aujourd'hui dans notre système économique. Parce que si demain n'est pas plus gros qu'aujourd'hui, qui va rembourser l'emprunt? Donc, il faut que demain soit plus gros pour qu'il y ait du crédit, pour qu'il y ait de l'investissement. Voilà. Donc, tu comprends bien que le système entier ne peut marcher que s'il y a une croissance permanente. Bon. Et il se trouve que c'est bientôt fini, ça. C'est-à-dire que déjà, c'est pas moi qui l'annonce. Déjà, il faut regarder juste toutes les études sur la question. La croissance mondiale, le taux de croissance mondial, il baisse depuis les années 70. Il est encore positif au niveau mondial, mais on va aller vers zéro, on va peut-être passer en dessous. Et parce que, de toute façon, thermodynamiquement, il n'y a pas le choix. Une fois de plus, l'impact que nous avons sur cette planète est trop grand. Et la thermodynamique, c'est très fort parce que tu dis souvent, thermodynamique doit avoir plus de poids que la politique. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, la thermodynamique, faut peut-être juste le réexpliquer rapidement. On parle d'énergie et on parle simplement à un moment donné d'énergie. C'est bien, avec l'énergie, t'en as, tu fais tout ça. Énergie, t'en as moins, tu fais moins ça. Je vulgarise et je... Exactement. Alors certains vont me dire « Oh ouais, mais là, il exagère Keller parce qu'il se projette dans le futur à système équivalent. Le système, il évolue, on est de plus en plus efficace, les technologies nous permettent de ceci, de cela. » Ouais, ok, oui, il y a des évolutions. On est plus efficace sur l'utilisation de l'énergie. On est plus efficace sur la quantité de carbone également, enfin de gaz à effet de serre qui est dégagé par unité d'énergie utilisée. Ouais, on est plus efficace.
Mais ça suffit pas. Historiquement, cette efficacité a été totalement absorbée par effet rebond, par le fait que la croissance croît énormément. Par exemple, regarde, je te donne un exemple. Un exemple, c'est... alors il y a une égalité mathématique très simple, qui est de dire que les émissions de gaz à effet de serre, c'est égal aux émissions de gaz à effet de serre divisées par le produit intérieur brut, qui mesure la croissance économique, multiplié par le produit intérieur brut. Voilà, c'est exactement égal. Cette fameuse formule qu'on vous affiche. Voilà, si tu veux. Voilà, GES égale GES sur PIB fois PIB. C'est extrêmement simple. Bon, PIB, c'est une notion qui est économique. C'est la production de biens et de services, on va dire, essentiellement. Et c'est l'activité économique. Et donc, celle-là, on essaie de la faire monter. Et le facteur du milieu, c'est GES sur PIB, c'est l'efficacité en termes de gaz à effet de serre de l'économie. C'est la quantité de gaz à effet de serre qui est émise pour produire un point de PIB. Voilà ce que c'est. Et là, ce facteur, il s'améliore. Donc, comme je dis, puisqu'on est plus efficace qu'avant. Mais ça, c'est surtout quelque chose qui est organisationnel et qui est technique aussi. Il y a de la technique là-dedans, il y a de la technologie qui est très présente dans ce facteur-là. Donc, sur le plan économique, on monte. Sur le plan technologique, on baisse. Mais le truc, c'est qu'on baisse beaucoup plus lentement que l'on ne monte. Entre 1950 et aujourd'hui, le facteur, la GES sur PIB, il a été divisé par 2,4 environ, alors que le facteur PIB, lui, a été multiplié par 13 ou 14. Et donc, nécessairement, les gaz à effet de serre ont été multipliés par, il faut faire le calcul, c'est à peu près 6 ou 7. Alors, voilà. Est-ce que tu confirmes l'image? J'essaie de transformer ça en schéma dans une image. C'est avant, avec, on va dire, un baril de pétrole, je pouvais produire 10 t-shirts, façon de parler, je donne une image. Aujourd'hui, avec un baril de pétrole, grâce à l'efficacité, grâce à la technologie, je peux en produire 20. Ouais. Je peux faire 2 fois mieux. Sauf que de l'autre côté, comme j'en fais plus, on se dit, ah les gars, c'est cool, on peut en faire 2 fois plus. On peut faire 2 fois plus de t-shirts, donc essayons d'en vendre 4 fois plus parce qu'on a gagné en efficacité. Ouais. Et donc finalement, grâce à cette efficacité, j'en vends finalement 100, mais donc du coup, j'ai gagné en efficacité, mais je rebalance encore plus de GES dans l'atmosphère. C'est une manière très simple effectivement d'illustrer. J'adore illustrer de manière simple. C'est très bien, l'effet rebond. Et il y a d'autres phénomènes un peu plus complexes qui viennent se greffer là-dessus. Mais globalement, effectivement, voilà. Oui, on est de plus en plus efficace, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, les gars. Alors donc, du coup, on a bien compris. Vas-y. Donc je reviens à ce que tu me disais au début. Ce qu'il faudrait faire pour arriver à soulager à la fois le dérèglement climatique, à la fois les problèmes de biodiversité qui s'effondrent, à la fois les pollutions qui s'accumulent, à la fois l'accès à certaines ressources clés, etc., c'est organiser une descente des flux d'énergie et de matière et rentrer dans une logique de régénération systématique des écosystèmes. Mais cela demande quelque part un changement culturel profond parce que ça nous demande déjà de repenser notre rapport à la nature qui n'est plus juste réduite à une série de ressources et puis de services écosystémiques qui nous sont utiles, nous à l'humanité, et donc d'imaginer seulement que la nature nous est utile, mais bel et bien de se mettre de se réintégrer quelque part à la nature, de comprendre qu'on en fait partie, qu'on ne vivra pas sans elle, qu'on est en interaction permanente avec elle, et peut-être même de se mettre au service d'eux. Et donc passer d'une logique artificialisante, une logique d'utilitarisme pur, à une logique de régénération. Et la nature, partout où elle peut s'en remettre tout seul, lui foutre la paix, et partout où elle a besoin d'un coup de pouce, le lui donner avant de lui foutre la paix. Et pareil pour la bouffe, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se remettre en question sur la question de la bouffe et qui schématisent ce débat sur des questions idéologiques. C'est pas idéologique, moi je suis pas un idéologue, je suis un scientifique. Voilà. Et je dis, et c'est pas moi qui le dis, c'est simplement parce qu'il y avait énormément de littérature scientifique sur le sujet, nous ne réussirons pas à calmer le jeu sur le plan climatique si on ne diminue pas drastiquement notre consommation de viande et de produits laitiers. Voilà, drastiquement. Et il n'y a pas le choix, point barre. Donc on va le consentir ou ça nous sera imposé. Et dans le premier cas, on peut choisir encore ce qu'on bouffe, comment on le bouffe, etc. On peut faire en sorte que ça se passe bien, même si évidemment ça implique beaucoup de remise en question à la fois sur les producteurs et sur les consommateurs. Mais dans le second cas, ça va nous être imposé dans le chaos. On n'aura plus de marge de manœuvre, ça va être n'importe quoi. Voilà. Donc, ce sera très difficile. Il faut jouer à tous les niveaux en amont, en théorie, pour limiter la taille de l'empreinte, limiter la force, la puissance de l'impact qu'ont les activités humaines sur le système Terre. Et comment est-ce que tu dis ça et tu expliques ça à des gens qui sont en bas de l'échelle sociale, socio-économique, qui galèrent, qui ont difficile? Comment tu leur expliques? Bon, les gars,
vous aurez la belle vie qu'on vous vend, et je pense qu'à 8 milliards d'habitants sur Terre veulent vivre de façon plus... Pas tous, hein, attention, ça dépend des cultures, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, on aspire tous, et on a tous comme modèle de vie, pas tous, et moi je ne fais plus partie de ça, mais j'en faisais partie, de voler en jet privé. Tu proposes à n'importe quel pays, on dit ça à Bruxelles, hein, tu proposes à n'importe quelle personne qui se trouve dans un petit village quelque part à qui tu dis tiens, je t'offre une vie quand même où tu peux avoir ce que tu veux, comme tu veux, voler en avion, visiter le monde entier avec ta chérie, etc., ou ton chéri. Les gens signent des deux mains pour ce genre de choses. Bien sûr. Aujourd'hui, Ouais. peut-être que les choses peuvent évoluer, mais comment est-ce qu'alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comment tu fais une éducation à l'échelle mondiale? Bon, alors déjà, ça n'existe pas, ça. Voilà, Ouais, merci. Ça n'existe pas. Allez, on a fini. Non, mais ça Ouais, n'existe non, pas. Voilà. Donc, si tu peux faire passer quelques messages à l'échelle quasi mondiale, mais seulement, c'est très compliqué, seulement si tu arrives à faire des choses absolument exceptionnelles. Regarde par exemple deux des événements qui ont eu le plus de succès au niveau mondial, c'est-à-dire qui ont été suivis en direct par le plus de monde sur Terre, plusieurs milliards de personnes. C'est des grands concerts, Live Aid et puis Live 8, qui s'était fait quelques années, qui s'était fait 20 ans plus tard. Voilà, en 2005. Il y avait celui de 85, celui de 2005. Là, ça a été vu par des milliards de personnes. Les Jeux Olympiques, les cérémonies de Jeux Olympiques sont vues par 2-3 milliards de personnes aujourd'hui. Alors, si tu arrivais à hacker ce truc-là quelque part, pour faire passer un ou deux messages, ça serait pas mal. Mais bon, est-ce que ça suffirait? J'y crois pas pour autant. Donc, non, ça n'existe pas ce que tu racontes. Mais quand tu me dis comment expliquer aux gens que, comment faire comprendre aux gens que, ou comment donner envie aux gens de changer de rêve quelque part et de revoir leurs exigences, pas forcément juste à la baisse, mais en tout cas changer la nature même de ce qu'ils veulent. C'est pas juste moins, mais c'est différent. C'est ça. Voilà. Comment tu fais ça? Alors, il n'y a pas de clé. Et dans le comment on fait, je pense que c'est très important de savoir qui. C'est-à-dire qui porte le message. Le même message porté par des gens différents, ça n'a pas le même impact. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a un mix. Il y a un mix dans le sens où il faut qu'il y ait des gens qui soient extérieurs à une communauté, qui est une posture un peu neutre, et peut-être un peu comme celle que j'ai, une posture d'expert en réalité, pour venir porter des messages. Des messages qui ne soient pas... teintés d'idéologie ou je ne sais quoi, qui font que les gens auraient le sentiment, ouais mais attends, ce gars-là, il nous vend quelque chose parce qu'il a un intérêt. Non, moi j'arrive, j'ai aucun intérêt, si ce n'est que peut-être je me fais payer une conférence, mais à part ça, j'arrive, je dis ce que j'ai à dire, et après moi je m'en vais. Donc l'important, c'est d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur pour porter certains messages, parce que nul n'est prophète en son pays. Mais derrière, il faut avoir des ancrages, des relais, des ambassadeurs, des gens qui activent le truc, qui fassent partie des différentes communautés. Toi, par exemple, Vince, tu viens de me dire à l'instant, on ne se connaît pas, hein, on s'en a un petit peu échangé avant, mais on ne se connaît pas, et tu me dis avant, voilà, toi, tu as rêvé d'avoir un jet privé. Et oui, parce que c'est la Lamborghini à Dubaï, quoi. Mais aujourd'hui, tu n'en es plus là-dedans. Tu as un message à faire passer, toi. Et ce message-là, je ne peux pas le faire passer moi. C'est toi qui peux faire passer ce message. Déjà parce que tu commences à avoir de la visibilité, mais surtout parce que tu incarnes quelque chose. Tu incarnes non seulement quelqu'un qui est d'une certaine communauté, on va dire, mais qui a changé. Donc le fait que tu aies pu le faire, ça c'est très important. Donc à mon avis, c'est un message que tu dois faire passer. Et c'est pareil pour toutes les différents types de communautés. On a besoin de gens qui sont dans la communauté et qui expliquent comment c'est possible de changer et de s'y retrouver. Le fait d'avoir fait un trait sur la Lamborghini et le jet privé, est-ce que c'est fait que tu es moins heureux ? Non, je pense que tu as retrouvé plus de sens dans ta vie, peut-être. Du sens, et le sens, quand on en trouve, je pense que ça rend heureux. Naturellement, quelque chose se crée. C'est pas facile parce que forcément, avoir un changement de paradigme, et recalibrer ses sens, fait que beaucoup de gens de ta communauté ou de l'entourage ne comprennent pas ça. Bien sûr. Mais on se sent bien parce qu'on a l'impression d'être détaché d'un système délétère. Et ça porte un nom en fait. La liberté. Waouh. Et les gens pensent que la liberté, c'est de pouvoir acheter tout ce qu'ils veulent. Non, c'est pas la liberté, ça. Ça, c'est l'addiction, ça. C'est être prisonnier en quelque sorte. C'est une addiction. Si tu te sens pas bien aujourd'hui, tu vas faire un peu ton shopping et voilà, tu te sens un peu mieux un petit moment. Et pour les gens qui gagnent de l'argent, puis peut-être même plus d'argent, et puis beaucoup d'argent, imaginons ceux qui accèdent, si tu veux, ils achètent un truc, ça leur fait plaisir sur le moment, et puis il y a un système, il y a un biais cognitif en fait qui s'appelle l'adaptation hédonique, qui fait que très vite ton niveau de bonheur s'habitue à ta nouvelle situation et que c'est plus assez, et donc il te faut plus. Et puis t'es content et puis et il te faut plus. Et c'est un peu comme un drogué. Le premier shoot très fort et puis ensuite il faut toujours augmenter les doses parce que voilà. Et au final, un enfant avec son jouet.
et puis qui sont las et qui veulent nouveau jouer. Mais c'est exactement ça. Et sur le moment, ça t'apporte un petit shoot de bonheur, mais le fait est que à long terme, ça te détruit. La course en avant vers la consommation, accéder, machin, et puis pour certains, c'est le pouvoir, le machin, le bidule, cette course en avant ne mène jamais à un sentiment de réalisation personnelle. Le gros problème, c'est que chaque génération le comprend après les suivantes, après les précédentes, pardon. Et donc, ils font de la merde, ils polluent à mort, etc., pour se rendre compte en fin de vie que finalement, c'est pas ça qui m'a rendu heureux. Zut. C'est con parce que la planète, entre-temps, elle a bien souffert. Ouais. Et aujourd'hui, donc, tu peux pas faire passer le bon message. Déjà, il faudrait les bonnes personnes et à l'échelle qu'il faudrait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis, pour que tout cela change, c'est à la fois des grands changements politiques, c'est à la fois une mobilisation citoyenne massive, c'est à la fois tout un tissu associatif, mais aussi et économique, les entreprises qui s'investissent, qui arrêtent de faire du greenwashing de merde. C'est à la fois tout ça, mais c'est aussi un changement culturel profond de tout le monde, qu'on soit des décideurs ou qu'on soit simple citoyen. Est-ce que tu penses que c'est véritablement possible, là, dans les quelques années qui viennent, au niveau mondial? Bon, donc, parce que c'est quand même compliqué, ma posture consiste à dire la chose suivante. Essayons de changer tout ce qu'on peut changer sur le système, de l'intérieur, de l'extérieur, avec des gens qui s'engagent en politique, avec des gens qui sont en politique, qui essaient d'impulser des choses qui sont mieux, qui vont limiter la casse. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, limiter la casse. Et essayons peut-être des fois d'aller à l'affrontement, quand il y a besoin d'aller à l'affrontement. Violence. Donc, violence ou pas, mais radicalisation. Voilà. Et parce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être acceptées. Il y a des domaines entiers de l'économie qui sont purement destructeurs et qui n'apportent rien. Lorsque je vois, hier soir, quelqu'un me racontait qu'un ami à lui était devenu, il y a longtemps de ça, hein, était devenu trader et que sa première année, il s'était fait plusieurs millions et qu'on lui avait fait cadeau d'une Aston Martin. Voilà. Et c'est super, mais ce gamin, du coup, enfin ce gamin, c'est un jeune, quoi, il avait 25 ans, il a fait en moins d'un an un bonus, avec son simple bonus sur l'année, il était à Londres, il a fait plus d'argent que ses deux parents dans toute leur vie. Ça n'a pas de sens, d'accord? Et le business, juste pour enrichir quelques mecs, c'est insupportable. Et c'est actuellement ce dans quoi on est concrètement. Voilà. Et ben moi, je dis, il va falloir quelque part bloquer ça. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, ça va finir tôt ou tard parce que c'est plus durable. Hein, voilà. Mais ça va soit, mais on peut rentrer en résistance quelque part contre ça et contre certaines activités qui sont purement destructrices. Donc il faut travailler sur le système pour le changer, pour en limiter les dimensions purement destructrices. Voilà. Et puis donc en tant que citoyen. Et en tant qu'élu éventuellement, et puis en tant qu'entrepreneur et je ne sais quoi. Et maintenant, à tous les niveaux. On a le fameux plan B. Voilà, donc ça, c'est ça qu'il faut faire. Je dis juste quand même un dernier truc. Bien sûr. Tu sais, souvent, on dit aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour améliorer, et c'est souvent axé climat, hein, et strictement climat. Mais on leur dit, vous pouvez consommer moins de ceci, voyager moins, faire plus de cela, etc. Et en fait, la liste des choses, c'est quasiment que des choix qu'on peut faire en tant que consommateur et en tant que citoyen. En tant que citoyen. Et collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est là que ça se joue encore plus, l'un n'empêche pas l'autre, mais encore plus. Bon, voilà, donc il faudrait changer tout ça, hein, et essayons par tous les moyens. Mais, donc comme je le disais avant, mais prévoyons un plan B, au cas où on n'y arriverait pas. Ça ne passe pas. Pas assez bien, pas assez vite. Voilà. Et donc le plan B, c'est quoi? Eh bien, c'est de se dire, on va se manger un choc, des chocs. Déjà, accepter l'idée. C'est une des fameuses notions de résilience. Ouais. Être prêt à ce qu'il se passe quelque chose. Être préparé, ça passe notamment, parce que c'est très encore multiple, mais ça passe notamment par le développement d'une culture du risque. Et la culture du risque, c'est pas, oh mon Dieu, voilà, c'est pas être tout le temps dans la panique. La culture du risque, c'est avoir les idées claires sur un certain nombre de risques auxquels on est soumis, potentiellement, et avoir prévu des choses en cas d'eux, et avoir déjà faire circuler l'information pour non seulement savoir, mais savoir que les autres savent. Et ensemble, travailler un petit peu de temps en temps, faire des répètes, par exemple, de certaines choses, comme au Japon, ils font des fois pour le risque sismique, par exemple, pour se dire, on est prêt, et en fait, ça sécurise les gens. Contrairement à une idée reçue de, il faut pas faire peur, les gens n'ont pas envie de ceci, qu'on leur fasse peur, ça va bloquer tout le monde. Non. Les gens commencent à sentir qu'on va vers des graves crises, les gens commencent à sentir que ça pue, et dans ce contexte-là, ce qui fait peur, c'est qu'on n'en parle pas. Exactement. Voilà. Donc il faut arrêter d'avoir peur de faire peur maintenant. C'est pas le but, la peur. Mais c'est juste dire les choses telles qu'elles sont, tant pis si elles font peur, mais surtout ensuite équiper les gens de ce qu'ils peuvent faire concrètement. Et c'est là qu'on en arrive au plan B. Parce que le plan A, c'est tenter des choses, mais qui sont un peu hors de notre sphère d'influence. C'est-à-dire qu'on va tenter de
peser sur le politique, soit en s'impliquant citoyennement, etc. Donc soit on va faire passer des messages, faire des pétitions, on va faire des manifestations, on va inciter, inviter, pousser, réclamer, voire entrer en résistance. On tente d'influencer la direction de la voiture. Voilà. On essaie de tourner un petit peu, vas-y, tourne le volant vers la droite, ça va être un petit peu plus agréable que vers la gauche, et si on tourne bien, tant mieux. Si on n'arrive pas C'est à un peu tourner, ça. qu'est-ce qu'on Ah fait? tu me tends une perche là en fait. Tu le sais même pas, mais moi Ah je bah le non. sais. Voilà. Et non, donc la plupart des gens n'ont pas si tu veux, la possibilité d'agir au niveau planétaire. Donc pour le commun des mortels, agir localement, au moins c'est du concret. Et je vais juste te donner deux, trois clés. Après, je renvoie les gens, parce que là, on va bientôt terminer. Donc, je renvoie les gens vers des choses un lien qu'on va mettre où je développe un petit peu plus cette partie-là. Mais il y a des choses dans notre sphère de contrôle, dans notre sphère d'influence directe, où au moins on a un sentiment d'efficacité personnelle qui se développe, parce qu'on fait des choses et on a un retour. Et ça nous permet de nous préparer face à des crises futures. Pas une crise spécifique nécessairement, mais justement face à n'importe quel type de crise. Qui peut tomber dessus à n'importe quel moment. Voilà, la résilience collective, c'est grosso modo notre capacité d'auto-organisation spontanée face à une crise qu'on n'aurait pas prévue, ou face à une crise face à laquelle ce qui a été prévu pour gérer la crise ne suffit pas. Voilà. Et c'est précisément dans ces cas-là, et c'est la grande différence entre l'approche traditionnelle par anticipation des risques et gestion de crise. On a des dispositifs qui sont prévus pour essayer d'empêcher ou de gérer la crise. Voilà. Mais là, la résilience, c'est justement si ces dispositifs-là ne fonctionnent pas. Voilà. Et est-ce que spontanément, les gens ont une capacité à s'auto-organiser? Et ça, il y a plein de manières de le développer. Ça s'appelle la résilience collective, la résilience territoriale éventuellement. Et c'est quelque chose que j'enseigne notamment à des élus. Je ne vais pas pouvoir développer trop. Là où tu me tends une perche, je reviens, c'est que globalement, aujourd'hui, c'est une métaphore que j'utilise de temps en temps. Imaginons, c'est une métaphore classique, on est dans un véhicule, on fonce vers un gouffre, d'accord? Bon. Eh bien, il y a un moment où il y a un point de non-retour qui est passé. Au-delà de ce point, si tu veux, la distance de freinage, elle est trop grande, tu n'as plus là de place. Donc même si tu freinais après ce point-là au max, tu n'arriverais peut-être pas vite au bord, mais tu tomberais quand même. C'est ça. Voilà. Donc il y a un point qui existe au-delà duquel tu ne peux plus freiner. Mais ce point, hélas, n'est pas matérialisé dans la réalité. Tu n'as pas, à partir de ce point, vous ne pouvez plus freiner. Déjà, ça dépend de tout un tas de paramètres. De la voiture que tu utilises, de l'état de tes pneus, du degré hygrométrique de l'air, du sol, machin, bref. C'est variable, ce point. Donc, il n'y a aucun endroit où il est matérialisé. Et pourtant, au-delà de ce point, donc, ça ne sert plus à rien de freiner. En tout cas, ça ne suffit pas. Il faut sauter de la voiture. Et on comprend que, du coup, avoir freiné, ça peut être quand même utile. Parce que tu te fais moins mal. C'est mieux de freiner, de ralentir et de sauter effectivement de ce véhicule qui a ralenti. Mais par contre, il ne faut pas se leurrer sur le fait que le freinage va suffire. Le freinage ne suffira pas, tu vas tomber dans le gouffre pareil. C'est une métaphore, elle a ses limites. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau planétaire, nous avons dépassé, on parlait des limites, et c'est le sujet de ton truc, nous avons dépassé le point de non-retour, globalement, et toutes les stratégies qui nous sont vendues par nos élites sont des stratégies de freinage. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Je veux dire, les élites, les dirigeants qui ont commencé à comprendre qu'on était dans la merde, nous préparent des stratégies de freinage. Ça ne suffira pas. C'est-à-dire, grosso modo, on va faire un peu mieux, on va faire un peu moins, on va soulager un peu. Tu parles. Voilà. C'est trop tard pour ça. Donc, il faut créer un plan B. C'est aussi l'autre métaphore des canaux de sauvetage. Il nous faut des canaux de sauvetage. La résilience collective, elle se crée, elle est intrinsèquement liée à la prise en compte de la dimension environnementale. Elle est intrinsèquement liée à la prise en compte de la dimension de cohésion sociale. Elle est intrinsèquement liée également à la culture. On parlait de culture du risque. Voilà. Et donc, nécessairement, il faut que les gens développent cette culture en travaillant ensemble. Donc, pour développer la résilience, il faut, entre autres choses, avoir des chantiers qui sont lancés. Ça peut être des chantiers lancés par les collectivités, par une mairie. Ça peut être des chantiers qui sont lancés par des collectifs citoyens ou des organismes ou des associations. Éventuellement même par une entreprise locale, je sais pas. Mais en tout cas des chantiers participatifs où des gens différents viennent travailler ensemble. Et surtout pas que toujours les mêmes, une espèce de bobo écolo, je schématise. Oui, non, bien sûr, mais c'est un peu l'image qu'on... C'est un peu l'image, voilà. Qui est véhiculé, quoi. Voilà, et c'est toujours les mêmes et on fait de l'entre-soi, mais bien des gens radicalement différents et surtout des gens qui sont les plus vulnérables. Je dis surtout, non, même les riches, il faut qu'ils viennent, tout le monde, idéalement, mais notamment et en premier peut-être les plus vulnérables de la chaîne sociale, parce que c'est là que ça va casser en premier. Et donc c'est de là que vont venir les problèmes quand la situation va commencer va se tendre de manière accélérée, ce qui ne va plus tarder. Voilà, donc là, parce qu'on n'est pas déjà dedans. Non, mais à certains égards, oui. Mais on n'a encore rien vu. Donc,
Les gens là qui m'écoutent, peut-être qu'ils se disent que je suis un peu hors sol, mais on en reparle dans un an. Ouais, ou dans quelques mois. Voilà. Arthur, c'était un véritable plaisir. J'espère que pendant que ce véhicule va vite, dans lequel il y a des familles, qu'il y a des gens, des amis, j'espère qu'on va trouver un moyen dans ce véhicule, déjà qu'il y ait une personne qui freine bien, le plus correctement possible, devant le gouffre, qu'on demande à toute la famille ou à tous les amis de construire une sorte de grosse planche à roulettes, C'est ça. de profiter de ce freinage pour qu'on la mette à côté de la voie de la porte et qu'on évacue tout le monde, en espérant ne pas en perdre 2 ou 3 dans Tout le monde planche. n'évacuera pas. Mais si tu me permets, en conclusion, une chose quand même que je veux dire. Bien sûr. C'est que on me demande des fois si j'y crois, qu'on va pouvoir faire basculer toute une société. Non, j'y crois pas. Par contre, ce que je crois, c'est qu'une minorité non négligeable peut basculer si, d'un côté, il y a des projets qui se lancent, des projets qui ne sont pas juste des petits projets, mais des projets de transformation territoriale. Quand je dis transformation, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire on change les manières de faire, les manières de produire et consommer, mais aussi les manières d'être. Et quelque part, ça change aussi les rapports de force. Qui dit rapport de force qui évolue, c'est ça, un vrai changement, c'est ça, c'est les rapports de force qui évoluent. Mais qui dit rapport de force qui évolue, dit que les gens qui aujourd'hui sont plutôt gagnants des rapports de force actuels vont être pas gagnants demain ou moins gagnants demain. Et donc ils ont toutes les raisons d'être des adversaires du projet. Et donc quand tu veux faire un projet de changement, un vrai changement, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des antagonismes. Il faut attendre à ce qu'il y ait de la résistance, voire carrément un déblocage. Et les gens, des fois, à la fois le prennent mal ou se vexent ou se découragent parce qu'il y a de l'antagonisme. Et puis de l'autre côté, tu as des gens qui gèrent des projets où ça passe tout seul et on les envie presque. Putain, lui, il a réussi, etc. Il ne faut pas réagir comme ça. Les projets qui passent tout seuls, c'est que quelque part, ils n'ont gêné pas grand monde et qu'ils ne changent pas grand-chose. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire qu'ils rajoutent des choses au système éventuellement, sans changer le système. Si tu changes le système, tu vas rencontrer des freins. Et c'est normal, et c'est bien. C'est un bon indicateur. Par contre, c'est pas bon si tu n'es pas préparé, si tu ne sais pas gérer. Donc la manière de faire, c'est que quand tu sais que tu vas rencontrer des antagonismes, il faut que tu ailles parler aux gens que tu vois et que tu négocies avec eux. Ok, j'ai compris que dans ce changement, vous alliez probablement perdre ça, et je comprends pourquoi ça vous embête. Moi, ce que je vous propose, c'est de compenser avec ça. Tu leur proposes quelque chose qui, idéalement, et je ne dis pas que c'est toujours possible, et je ne dis pas que c'est facile, hein, attention, mais il faut essayer au moins. Proposer des choses qui te coûtent pas cher et qui ont beaucoup de valeur pour eux. Et là, tu peux commencer à négocier, et on peut commencer à discuter de véritables changements. Et une fois que tu fais tes changements, les changements à une échelle territoriale, si possible, en tout cas, qui ont un potentiel de s'étendre et de créer des dynamiques territoriales. Hein, et non pas juste, je fais une micro-ferme avec 3 de mes amis. D'accord ? C'est pas juste ça. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, hein, mais ça suffit pas. Quand tu fais ces dynamiques territoriales, et quand ensuite tu les mets en scène, tu les mets en récit, pour qu'elles soient inspirantes, que tu montes ta transformation. Regardez, au début, c'était nul. Maintenant, regardez où on en est. Regardez, au début, on était 3, on est 25. Les gens faisaient la gueule, les gens sont contents, etc., etc. Quand tu montres ça, tu peux raconter ton histoire de transformation. C'est inspirant. Ensuite, il faut le diffuser, par exemple, via des gens comme toi. Et au final, ton projet local, il dépasse le local. Il rayonne au-delà, il fait des petits ailleurs. Et donne des idées, exactement. Voilà. C'est comme ça, à mon sens, qu'il faut fonctionner. Et donc, comme je te disais, est-ce que je crois qu'une société entière puisse basculer ? Non. Ce que je crois, c'est que des bascules arrivent qu'on ne maîtrisera pas. Et qu'au moment où ces bascules vont se produire, les gens ne vont pas, à ce moment-là, dans la panique, hein, parce qu'ils vont se dire d'un seul coup, oh, merde, qu'est-ce que je fais, je n'ai pas prévu cette histoire-là. Dans la panique, les gens ne vont pas innover, ne vont pas inventer des choses nouvelles. Ils vont être en situation d'insécurité, ils vont avoir besoin de se rassurer en allant vers des choses qui sont déjà proposées, qui existent déjà. Et donc l'important, c'est de créer ça, de créer aujourd'hui une alternative. Et même si elle est marginale, il faut que ce soit une grosse marge, qu'elle ait démontré qu'elle fonctionne, qu'elle soit inspirante, que les gens qui font ça sont plus heureux que les autres à mesure que la situation va se tendre. Nouveau rôle modèle, en fait. Exactement. Donc il y a beaucoup de gens qui n'iront pas, qui ne feront pas le projet pas tout de suite. Jardin. Non, mais même ils pensent qu'ils ne le feront jamais, parce que c'est beaucoup plus pratique de se prélasser dans le sofa et de regarder Netflix. Voilà. Mais malgré tout, il faut qu'ils le sachent et que ce soit un peu inspirant pour que la petite graine soit là, afin que le jour où la branche sur laquelle ils sont tranquillement assis va casser, ils aient cette branche-là à laquelle se raccrocher, et non pas la seule autre branche qui existe, qui est une verticalisation du pouvoir, une amplification des logiques sécuritaires autoritaires, et d'une manière ou d'une autre, une société qui s'organise autour de rapports de force, nous contre eux. Voilà. Et ben ça peut être nous avec eux aussi, mais ça, cette branche-là, malheureusement, pour l'instant, c'est une brindille. Et si la branche casse demain, elle ne sera pas suffisante. Les gens vont massivement aller vers les gens qui vont leur promettre de la sécurité. Et ça va être le début d'une dérive dictatoriale qui ne dira pas son nom, et ce sera bien ça.
Il faut créer une nouvelle branche pour ces moments clés à venir, mais c'est pas nous qui allons créer la bascule. Il faut juste être prêt pour la bascule que l'on va devoir affronter collectivement. Voilà.